Voilà, bonjour à toutes et à tous et merci d'être connectés pour ce deuxième grand direct de demain, le textile au fil de l'économie circulaire. Un événement porté par Unitex depuis 2020, Tectera et Cyril avec le soutien de nombreux partenaires tels que la région Auvergne-Rhône-Alpes, la métropole de Lyon et OPCO 2i. Alors, au cœur de cette sixième édition qui met en lumière les grandes transformations de la filière textile et les acteurs surtout, les acteurs qui la font bouger, eh bien, 3 tables rondes en visioconférence que j'ai le plaisir d'animer. Lundi, vous étiez très certainement au rendez-vous, nous avons parlé de souveraineté industrielle. Aujourd'hui, cap sur l'approvisionnement durable et vendredi matin, place à la digitalisation face aux nouvelles réglementations. Alors, le thème qui nous réunit ce matin, alternatives et opportunités pour un approvisionnement textile durable. Tout d'abord, un chiffre pour situer l'enjeu, 67% de la production textile mondiale repose encore sur des matières fossiles. Autrement dit, la dépendance reste massive et le défi là est immense. Alors, comment s'en libérer et inventer un approvisionnement plus responsable? Les pistes existent, chanvre, lin, matières recyclées, biosourcées. Mais comment passer du test à l'échelle, du prototype à la filière solide et compétitive? Eh bien, nous allons l'évoquer avec nos nombreux invités qui piaffent d'impatience de prendre la parole. On va vous les présenter tout de suite. Des invités qui sont aux 4 coins de la France, voire même de l'Europe. Tour de présentants, de table et présentation. On active les connexions, les caméras également, tout est OK. Et on commence direction le nord, à Tourcoing, avec vous, Maud Vullier. Bonjour. Vous êtes chef de projet au CETI, le Centre européen de référence en innovation textile. Dites-nous rapidement quelles sont les missions du CETI et quels sont les grands axes qui vous mobilisent aujourd'hui, Maud. Donc déjà, bonjour à tous. Merci de nous avoir invités. Donc le CETI, c'est le Centre européen des textiles innovants. On est une plateforme, un centre de recherche privé et on accompagne les entreprises dans leurs étapes de preuve de concept. Donc pour ce faire, on a des machines à échelle pilote industrielle qui permettent de démontrer des phases de prototypage. Et aujourd'hui, on accompagne les entreprises dans leur transition vers une industrie textile plus durable. Et pour ce faire, les grands axes aujourd'hui qui nous mobilisent, c'est l'utilisation de ressources de matières premières alternatives. Donc, ça peut être des matières recyclées, mais également tout ce qui est matières biosourcées et matières biodégradables. Après Tourcoing-Lille, direction la Suisse et plus exactement Sion, où on retrouve Audrey Kuhn. Audrey Kuhn, bonjour. Vous êtes chef de projet et business développeur chez Mediplant. En quelques mots, là aussi, présentez-nous votre centre de recherche et ses missions, Mediplant. Bonjour à toutes et tous. Merci pour cette invitation. Alors, Mediplant est une association dont le but est d'améliorer la qualité de la vie en valorisant la flore alpine locale. Et nous sommes une petite équipe de 5, tous issus de formations scientifiques en bio et en chimie, tous passionnés par le végétal et le vivant et aussi épicuriens pour ne rien gâcher. Voilà. Après, nous sommes spécialisés dans l'extraction, la technologie de l'extraction à partir de toute matière première végétale. Nous ne sommes pas metteurs sur le marché, nous proposons des développements jusqu'à l'échelle pré-industrielle pour divers clients de l'agroalimentaire, des cosmétiques naturels et j'en passe. Et puis, nous maintenons l'activité de recherche par des projets financés, en partie financés par des subventions publiques. Voilà. Merci Audrey Kuhn. On quitte la Suisse, on va en Aveyron, à Najac, plus précisément. On retrouve Pascal Rossignol. Bonjour Pascal Rossignol. Vous dirigez CLM Trilam. Vous, c'est une niche très spécifique et vous nous en parlerez bien évidemment plus largement dans quelques instants. Le textile nautique, pas n'importe lequel. Comment vous définissez votre activité, vous, et qu'est-ce qui la rend unique? Oui, bonjour. Disons qu'on est sur un petit marché, on préfabrique les voiles de bateaux, les bateaux de course et les bateaux de gamme, c'est-à-dire que les voiles sont faites sur mesure et on fabrique chaque pièce qu'on envoie à nos clients, on fait du B2B. On leur livre les morceaux, ils les assemblent et ils les livrent aux navigateurs. Donc, en fait, voilà. On reviendra vous voir dans un très court instant, ne vous en faites pas. Margot Lamoelle, dans la région de Lyon, vous êtes cofondatrice, vous, et animatrice d'Aura Chanvre. En quelques mots, présentez-nous également votre association
et ses missions, Margot. Oui, bonjour. Orachan, c'est une association qui existe depuis 2022 et qui a pour mission d'implanter une filière de chanvre textile en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on est basé à Lyon. On travaille avec des agriculteurs pour qu'ils fassent pousser du chanvre de qualité textile. Puis en fait, derrière, on récupère leur paille et on fait de la recherche et développement pour transformer ces pailles en fibre, puis de la fibre au textile avec les industriels de la région. Et la pierre angulaire de tout ça, c'est implanter une usine de transformation de ces pailles sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et on en parlera de cet objectif avec vous du côté de Lyon et d'Orachan. On a commencé dans le Nord, on retourne dans le Nord pour terminer ce tour de table avec vous, Christelle Perz. Vous êtes responsable du développement économique à l'UITH du Nord et vous représentez également ici le pôle fibre naturelle de l'Union des industries textiles. Quel est le rôle de votre organisation et ses principales missions? Bonjour à toutes et à tous. Oui, je travaille pour l'Union des industries textiles habillement du Nord, qui est l'organisation professionnelle qui représente l'industrie textile et habillement dans la région de Hauts-de-France. Donc, nos missions sont les missions classiques d'un syndicat professionnel, représenter, fédérer nos adhérents en région Hauts-de-France. Effectivement, on est rattaché au niveau national à l'Union des industries textiles et l'UIT national a décidé en 2023 de créer ce qu'ils appellent un pôle fibre naturelle. Donc, pour le décrire rapidement, même si ça n'a pas la prétention, je dirais que c'est un observatoire des projets fibres naturelles en lien avec les développements des fibres naturelles en France, avec cette idée d'apporter de l'information sur les projets en développement à nos adhérents pour leur permettre à eux d'accélérer leurs propres projets. Donc vraiment faire de l'information, diffuser cette information, créer du réseau entre les projets et nos adhérents pour accélérer le développement des filières fibres naturelles. Merci à toutes et à tous pour cette présentation qui pose donc parfaitement le décor. Et avant de lancer les échanges, eh bien, on va prendre un peu de hauteur. Place à notre carte blanche avec Sébastien Beclin. Bonjour Sébastien. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous, expert au CIRID, partenaire fidèle de cet événement depuis la première édition. Un mot sur le CIRID, Sébastien, dans un premier temps. Oui, le CIRID est le Centre international de ressources et d'innovation pour le développement durable. Ouais. Nous sommes une association, loi 1901, reconnue d'intérêt général, qui existe depuis 20 ans maintenant, basée à Saint-Étienne, car nous sommes une émanation de l'école des mines. Et nous agissons pour la promotion de nouveaux modèles durables de coopération sur les territoires, que ce soit l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité et la coopération, l'écologie industrielle et territoriale, en exemple. Nous produisons des ressources que nous diffusons nous-mêmes au sein d'un réseau international de plateformes collaboratives digitales et nous accompagnons également tout acteur du territoire, que ce soit des collectivités ou des entreprises, pour mettre en place, en tout cas, l'économie circulaire au sein de leur structure. Vos collègues du CIRID, ils sont parfaits là, ils sont contents, vous avez dit tout ce que vous faisiez. J'espère. Bon, je sais que vous aimez bien mettre les pieds dans le plat, alors allons-y ce matin, qu'est-ce qui vous inspire? Pourquoi parler finalement d'approvisionnement durable? C'est à la fois si important et si stratégique pour la filière. Pourquoi? Tout à fait. Je pense qu'il est important de revenir sur le contexte un petit peu du sujet de la table ronde d'aujourd'hui. Contexte que chacun, je pense, autour de cette table ronde est au courant, ainsi que les participants. Nous sommes dans un contexte de raréfaction ou d'indisponibilité de ressources. Les ressources planétaires, en ressources naturelles, j'entends, ne sont pas infinies plutôt. Et je pense que c'est Eric Boel, lundi matin, sur la première table ronde, qui parlait du jour de dépassement planétaire, hein, qui est fixé pour 2025. Avant ça, en fait. Ouais, on est au 24 juillet. 24 juillet, oui. Pour cette année, on est au 24 juillet. Donc, au jour au-delà duquel, finalement, l'humanité vit à crédit, à consommer l'entièreté des ressources naturelles que la Terre est capable de produire en une année. Donc, et contexte finalement de raréfaction et d'indisponibilité de ressources qui se voit amplifié par les différentes crises que nous traversons depuis plusieurs années maintenant, crise Covid, guerre en Ukraine, et qui vient venir déstabiliser finalement les chaînes d'approvisionnement et impacter très fortement les entreprises qui ont des modèles économiques fortement dépendants des ressources et du prix de ces ressources.
un mal pour un bien, vous me direz, Philippe, ça les force finalement à revoir, à rationaliser leur mode d'approvisionnement et à se tourner justement vers l'approvisionnement durable. L'approvisionnement durable, qu'est-ce que c'est? Votre définition, ouais. La définition de l'ADEME, c'est pas la même, c'est celle de l'ADEME. C'est une démarche stratégique, le terme est important, je pense, c'est une démarche stratégique pour l'entreprise et opérationnelle par lequel justement une entreprise va intégrer des critères qui sont à la fois sociaux, environnementaux et économiques dans ses processus d'achat et de gestion de ses fournisseurs. C'est toujours aussi intéressant de rappeler qu'un approvisionnement durable, ça privilégie l'utilisation de matières, enfin de ressources qui sont renouvelables. Renouvelables, ça veut dire qu'on peut les exploiter, bien évidemment, mais en prenant en compte leur capacité de renouvellement. C'est-à-dire on va les utiliser finalement à la même vitesse que celles-ci sont capables de se renouveler. Et ça, c'est intéressant, je pense, dans l'industrie, de bien se souvenir de cette particularité. Mais effectivement, l'approvisionnement durable pour les entreprises, ça joue un rôle stratégique. Notamment, il faut savoir que l'empreinte gouvernementale, sociétale et de gouvernance d'une entreprise, à 2/3, elle est dépendante, elle dépend directement, elle provient de ses fournisseurs. Donc, autrement dit, une entreprise qui va vouloir améliorer significativement son empreinte de gouvernance sociétale et environnementale, elle doit adresser cette problématique de processus d'achat et de gestion. Elle doit regarder auprès de ses fournisseurs. Et elle peut le faire par de multiples moyens. Elle peut intégrer des objectifs de durabilité dans ses processus d'achat, de gestion. Elle peut utiliser des indicateurs de durabilité ou de performance. Elle peut directement sélectionner des fournisseurs durables ou des fournisseurs qui ont une démarche de durabilité. Et elle peut peut-être en teasing, j'ai envie de dire, de la table ronde 3 qu'on aura vendredi. Digitalisation. C'est ça, elle peut digitaliser sa gestion, elle peut utiliser des solutions basées sur l'IA qui vont venir faire de la maintenance préventive, elle peut investir dans l'automatisation. Et ça, c'est peut-être des sujets qu'on investira à vendredi. Et il y a de multiples avantages pour une entreprise à réaliser cet approvisionnement durable. Donc, sur l'empreinte environnementale, on a bien vu, mais également sur une réduction finalement du risque de l'approvisionnement. Dans un contexte politique et géopolitique qui est mouvant, j'ai envie de dire, c'est toujours intéressant d'assurer sa ressource, des économies sur ses coûts, un respect évidemment de la législation environnementale européenne qui va avoir tendance plus à se durcir à partir de 2026, se consolider en tout cas à partir de 2026 sur la législation européenne, une meilleure image aussi auprès de ses clients, ses fournisseurs et ses partenaires, etc. Donc finalement, l'approvisionnement durable, ça a que les avantages, en plus de celui de la décarbonation de cette industrie. Mais là où moi, j'invitais peut-être nos intervenants, c'est à abonder, en tout cas, où je vais être attentif dans les échanges, c'est finalement comment ces matières, comment ces nouveaux matériaux vont s'intégrer dans une filière textile régionale qui est très fortement polarisée sur les textiles techniques. En Auvergne-Rhône-Alpes, on est leader français dans les textiles techniques, c'est-à-dire des matières qui sont finalement synthétiques, parce qu'elles peuvent être fonctionnalisées ou qu'elles ont des propriétés thermiques, des propriétés de respirabilité, anti-feu pour les textiles professionnels. C'est également des matériaux qui sont composites, donc de l'alliance de plusieurs couches de matières. Et voilà, je me questionnais un petit peu ces derniers jours, je me disais, mais comment ces matériaux peuvent s'intégrer? Est-ce que c'est en remplacement de notre matière? Est-ce qu'il faut élargir la filière textile régionale à d'autres marchés, des marchés qui sont peut-être de niche? Donc ça, c'est une première attente que j'ai pour les intervenants où je vais être attentif sur les échanges. Et la deuxième, très rapidement, parce qu'il est là le câble, Sébastien Leclerc. Très rapidement, le deuxième, c'est finalement, on a une filière textile qui est basée sur une production de masse, qui est drivée par une surconsommation citoyenne. C'est 12 kilos, un habitant, c'est 12 kilos de TLC par an par habitant. C'est 900 000 tonnes de vêtements qui sont mis sur le marché. Et je me disais, voilà, comment, si on remplace tout ça par ces nouveaux matériaux, quid de l'impact environnemental, sur la biodiversité, quelle concurrence vis-à-vis de l'alimentation. On parle du chanvre et les surfaces agricoles sont limitées. Voilà, donc c'est un peu ces aspects-là que je souhaite capter de l'info de nos intervenants aujourd'hui.
Bon, vous leur mettez un petit peu la pression, mais c'est des experts, ils auront plein de réponses, on ira sur plein de pistes. Ils ont été très attentifs, hein. Je vois même Christelle Pers qui a pris beaucoup de notes. Vous êtes nombreux également, vous, à nous suivre ici, se connecter sur cette table ronde. La table ronde, c'est aussi votre moment. Donc, vous réagissez, vous posez des questions dans le chat et nos invités y répondront à la fin de la discussion. On rentre dans le vif du sujet. Je le disais, 67% de la production textile mondiale repose encore sur des matières fossiles. Alors, la question, elle est simple, mais elle pique un petit peu quand même. Est-il réaliste d'en sortir rapidement? Si oui, par où commencer? Quelle priorité? Quelle étape incontournable? C'est la première question à la volée que je vous lance à nos 5 intervenants connectés. Comment vous le voyez, vous, en quelques mots, ce défi-là? Et on va débuter par vous, Christelle Pers. Gros défi, effectivement, pas des moindres. Alors, plus que sortir de la dépendance aux matières fossiles, même si effectivement il s'agit de ça quand on parle des approvisionnements responsables, c'est vraiment le défi pour nos entreprises, pour notre filière, de maîtriser ces approvisionnements en matières premières et encore plus en matières premières responsables. Comme l'a rappelé Sébastien, c'est vrai que depuis 2020, le Covid et toutes les autres crises qui ont suivi, il y a quand même plusieurs prises de conscience qu'on a vu émerger dans la filière et nos entreprises ont en effet bien mesuré cet enjeu de la finitude des matières premières. Je paraphrase un peu Sébastien, mais effectivement, on sait que demain, trouver des matières premières fabriquées notamment à partir d'hydrocarbures, donc toutes les matières synthétiques, ça va être de plus en plus compliqué, ça va être de plus en plus cher. Il y a eu pendant la crise Covid des moments où nos entreprises n'ont plus pu s'approvisionner. Et on sait que ça va s'intensifier dans les années à venir. Donc, comment on fait quand on n'arrive plus à s'approvisionner, à se fournir dans les matières qui étaient jusqu'alors celles qu'on utilisait dans notre filière? Et puis, effectivement, tous les travaux aussi depuis 2020 dans le cadre de l'affichage environnemental notamment ont bien montré que ces fibres synthétiques, c'est des fibres plus polluantes finalement. Donc, face à ces constats, nos entreprises se posent cette question, comment faire avec ce qu'on a et qu'est-ce qu'on a en local? Donc, c'est toute la question du sujet des fibres naturelles. Donc, beaucoup de réflexions stratégiques qui sont montées. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que c'est réaliste de sortir rapidement de ce modèle? Est-ce que c'est réaliste? Pour moi, oui, c'est même nécessaire. Le mot, c'est rapidement. L'enjeu, c'est rapidement, ou pas? Alors, rapidement, effectivement, là, je mettrai un peu plus de nuances. Non, parce qu'on parle de projets de temps long. On parle de revenir à des filières où on part de la graine ou de la bête, quand on parle de la laine, jusqu'au produit fini. Donc ça suppose quand même des années de mise en place de ces filières, avec certaines qui ne sont pas opérationnelles, on le verra, je pense, au fil des échanges. Ça suppose de travailler avec des acteurs nouveaux, de l'amont, de la partie agricole qu'on ne connaît pas forcément, nous, en tant qu'industriels textiles. Ça suppose aussi de mettre au point de nouvelles techniques en termes de R&D, donc du temps long, un changement de mentalité, de façon de faire aussi dans nos industries. Donc réaliste, oui, mais rapidement, peut-être un peu moins. Je me tourne vers Pascal Rossignol qui disait pour en sortir, il faut reprendre la main sur nos approvisionnements, c'est-à-dire. Oui, tout à fait. En fait, on a subi. En fait, on est dans un monde spéculatif. Et donc, on s'en a aperçu pendant le Covid. Le prix de toutes les matières est spéculatif, donc il monte, il descend. Il a plutôt tendance à monter. Le prix des fibres synthétiques a tellement augmenté, les fibres techniques. Il y a peu d'unités. Les grosses sociétés ont comprimé leur capacité de production pour améliorer la rentabilité. Donc, par exemple, on a une fibre, le Black Tenora, il y a une seule usine au monde qui est au Japon. On a d'autres fibres qu'on source donc loin, en Asie, et en Europe, il n'y a plus que l'Allemagne. Donc, on utilise des fibres qui valent entre 40 et 200 euros le kilo, ce qui laisse des marges de manœuvre tout à fait réalistes pour les remplacer par des fibres biosourcées. Sachant que dans les biosourcés, on a des performances qui ne sont pas du tout négligeables. On est de 4 à 20 fois ou 15 fois les performances du polyester.
on est quasiment entre 24 à 80% des performances du Kevlar. Donc, on peut faire des textiles techniques, ça fonctionne très bien. En fait, c'est uniquement les utilisateurs qui ont plein de verrous, des verrous psychologiques et qui sont fascinés par la techno, par le carbone et tout ça, qui leur font plus de mal que de bien, même à eux-mêmes. Je veux dire, physiquement, c'est difficile aussi à maîtriser. Donc, pour moi, c'est très réaliste et on passe très facilement en changeant les composants l'un après l'autre. Mais nous, on est passé assez facilement, on a changé des fibres techniques, des fibres au module, par des fibres de laine, par des fibres d'ortie, par des fibres de chanvre. Et ça donne de très bons résultats. Et les utilisateurs sont très surpris par la performance. Bon, on voit bien en tout cas que le défi est évidemment immense et qu'il faut agir sur plusieurs priorités à la fois. Alors, Maud Vullier, vous, au CETI, vous travaillez justement sur ces alternatives. Vous parlez de 3 grands axes, recyclage, la variabilité des gisements en entrée. Allez plus loin sur tout cela. Est-ce qu'on a Maud Alors, pour nous, pour sortir rapidement, le mot rapidement est déjà pour essayer d'en sortir, effectivement. Ouais. Avec des pincettes, parce que quelle est l'échelle de temps relative à rapidement. Mais pour nous, on pense que ce qui est important, c'est que finalement, on arrête d'utiliser simplement des matières synthétiques. On ne pourra pas les remplacer intégralement, mais par contre, sur certaines applications, on peut amener des matières naturelles, des matières biosourcées, des matières biodégradables, des matières recyclées. Donc, il est important aussi de reprendre certes la main sur les approvisionnements, mais aussi sur la connaissance du panel de fibres que nous avons à disposition. Les fibres naturelles, les fibres biosourcées, les fibres biodégradables, elles ont chacune une propriété bien spécifique et suivant les applications, on peut les valoriser, les mettre en lumière. Mais ça nécessite lié une phase de réapprovisionnement de ces fibres, mais un approvisionnement technique, à savoir comment le transformer pour obtenir des produits textiles avec de hautes performances qui répondent aussi bien à l'industrie du textile technique qu'à l'industrie de l'habillement. Et c'est cette stratégie qui arrivera à diminuer cette part de 67% de matières fossiles. Alors, on est effectivement dans ces matières qui peuvent constituer ces alternatives. Je reviens vers vous, Christelle Perse, justement, vous avez aussi une casquette nationale en pilotant, je le disais, le pôle fibre naturelle lancé par l'UIT. Je vais y arriver. Vous suivez donc de très près cette filière. Dressez-nous justement une cartographie, un état des lieux des fibres naturelles en France, les grandes tendances qui se dégagent aujourd'hui, quelles sont-elles et quels vont être les freins pour leur montée en puissance aussi. D'abord, la cartographie. Oui, alors on parle de cartographie. En effet, dans le cadre du pôle fibre naturelle, l'UIT a fait paraître cette cartographie des projets qui est disponible sur le site internet. Vous la trouverez dans l'onglet publication du site UIT. Et donc, globalement, quand on parle aujourd'hui des fibres naturelles biosourcées, on va évidemment parler de beaucoup de projets qui se sont montés autour de la fibre de lin. La France, c'est quand même un pays leader dans la culture du lin. Donc, la filière lin, notamment Hauts-de-France, Normandie, c'est une filière plutôt assez mature, avec tous les outils de production en local et donc qui fonctionnent déjà assez bien. On a quelques difficultés à pousser la filière lin français parce que c'est une fibre qui est plus chère. Donc, on en revient un peu toujours à ce sujet-là. C'est l'un des freins que j'évoquais, effectivement, le coût. Ouais, exactement. On a la filière chanvre aussi, qui est plutôt aussi une filière mature, qui, elle, est plutôt sur les régions Grand Est, mais on en trouve aussi ailleurs. On va en parler en Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais, après, sur la filière chanvre, c'est une filière qui a peu été développée encore sur la partie textile. Donc là, on a quand même pas mal de travaux à mener pour essayer d'en refaire un textile, notamment en fibre longue. Et puis aussi, comme l'évoquait Maud, de savoir finalement là, sur ce chanvre à venir sur de la fibre longue, qu'est-ce qu'on en fait? Quelles sont les applications finales? Quels sont les marchés potentiels? Donc là aussi, beaucoup de travaux à mener pour essayer de déterminer tout ça, pour essayer de faire en sorte qu'on ait une fibre qui trouve son
son marché. Donc là aussi, peut-être deuxième frein, parce que tous ces travaux à mener, ça prend du temps et ça demande de l'argent. Donc, qui investit ces sujets et qui finance ces projets-là. Et puis, on a la filière Horti aussi. Donc, de la même manière, Pascal est là est un acteur aussi de cette filière en émergence. Quelques projets qui voient le jour pour essayer de faire des textiles à base d'ortie. Donc là encore, beaucoup de mise en place à faire sur la partie culture. Et puis comment on arrive à en faire un textile, une fibre que demain on va pouvoir tisser, tricoter. On a de la laine aussi en France qu'on n'arrive plus à retransformer en textile, en tout cas d'un point de vue industriel. Donc beaucoup de travaux aussi depuis 2020 autour de cette filière à relocaliser. Donc, je ne vais pas m'étendre forcément sur tous les enjeux autour de la laine française, mais en tout cas, un vrai potentiel sur cette filière laine française. Et voilà, tous ces projets, ces projets-là, vous les trouverez sur la cartographie du pôle fibre naturelle de l'UIT. Et ce qu'on observe, moi, le constat que je peux faire, c'est que, en fait, tous ces projets, lin, chanvre, ortie, laine ou fibres biosourcées, autres fibres biosourcées, c'est beaucoup de projets qui se construisent autour d'écosystèmes très implantés sur leur territoire, des écosystèmes locaux, avec des chaînes de valeur vraiment à l'échelle locale entre éleveurs, agriculteurs, industriels textiles et les acteurs aussi des collectivités locales des régions qui vont se construire à un peu partout en France avec voilà, des projets parfois pour nourrir un marché ou aller servir un client en particulier. Mais vraiment être au plus près des cultures, des territoires. Donc ça, c'est aussi des nouveaux modes de fonctionnement qui voient le jour. Et puis pour vous répondre c'est bien. sur les chiffres. Merci pour ton panorama. On va laisser le temps de s'exprimer à tout le monde, hein, effectivement. Mais je reviens vers vous dans un instant, hein, Christelle, ne vous en faites pas. Christelle parlait d'ortie. Je me tourne vers vous, Audrey Kuhn, Mediplan. Vous travaillez sur les plantes depuis longtemps. Comment justement vos recherches vous ont-elles amené à croiser la filière textile? Et on parlera de vos projets dans un très court instant également. Mais plus globalement, comment vos recherches vous ont-elles amené à croiser cette filière textile? Ouais, merci Philippe. J'ai été ravie des témoignages jusqu'ici de Pascal, Maud et Christelle sur le potentiel des fibres naturelles. Et puis, effectivement, juste court, mon avis, c'est qu'effectivement, on doit être plus attentif à nos ressources locales pour finalement apprendre à les connaître, à se rendre compte des potentiels et puis pouvoir comprendre qu'elles peuvent approvisionner un grand nombre d'activités. Voilà. Mais après, peut-être que j'aurai aussi plus tard le temps de donner mon avis sur le facteur temps et coût. Mais en ce qui concerne... On entend vraiment le mot savoir-faire hein, derrière ça, reprendre la connaissance sur nos fibres. Finalement, de retrouver la connaissance qu'on avait avant, des savoir-faire qui existaient déjà à un moment donné en France sur ces sujets. Hein. Tout à fait. En gros, on revient à ça. Et puis sinon, alors pour notre histoire de comment Mediplan a croisé le monde du textile, c'est très récent et c'est en premier lieu grâce au pastel des teinturiers qui, au fil du temps, est devenu indigène au canton du Valais et qui se développe d'ailleurs de plus en plus généreusement. Voilà, climat sec et chaud. Il nous a tout naturellement donné envie de faire l'essai de produire de l'indigo écologique, 100% valaisan, plutôt du pastel que de l'indigo. Et puis, on l'a appelé l'indigo des Alpes. Et puis, on parlera de l'indigo des Alpes dans un instant. On va en parler, ne vous en faites pas, on va en parler. De façon générale, en fait, comment on arrive au textile, même en étant d'abord un centre de recherche sur les plantes médicinales et aromatiques, c'est que en considérant la plante dans sa globalité, ça ouvre tout un champ des possibles. Et donc, cette connaissance des matières premières végétales est énorme. Et puis, on a énormément à développer là-dessus. Et ensuite, donc, une plante qui peut être tinctoriale a aussi des applications alimentaires ou médicinales et inversement.
Bon, ne touchez pas le son de vos ordinateurs. Audrey Kuhn a juste pris un coup de froid. Elle a des pastilles au miel pour soigner sa gorge, ça va bien se passer. Je reviens vers vous, Pascal Rossignol. Vous, justement, avec votre activité dans les textiles nautiques, vous montrez que de nouvelles fibres peuvent trouver finalement leur place dans les applications très spécifiques. Mais vous voulez, dans un premier temps, vous, quand on a préparé cette table ronde, vous voulez montrer la diversité des sources et de biomasse disponibles pour alimenter justement la filière. Et on a une slide à l'appui. Oui, alors en fait, mon premier job, c'était déjà de démontrer que c'était possible. Hein. Donc, on en parlera plus tard, mais on a de très bons résultats techniques avec des boys qui ont fait le Vendée Globe, avec du lin et tout ça, et ça fonctionne très bien. Mais aussi, le deuxième job, c'est de résoudre des problèmes et de voir quelles sont les sources. Hein. Et donc, il faut diversifier les biomasses parce qu'en fait, il y a le lin, il y a le chanvre, mais en fonction de chaque application, il y a d'autres fibres qui sont intéressantes, et notamment l'ortie qui est souple. Et il y a aussi les propriétés, si vous voulez, de stratification, de comportement, d'absorption de résine et de colle pour faire du composite. Et donc, il faut prendre en compte plein de paramètres. Et il se trouve qu'il y a dans la nature, enfin, voilà, et dans surtout la bibliographie, hein, au 19e siècle, au 20e siècle, beaucoup de fibres naturelles intéressantes. Effectivement. Bon, on va rentrer dans le concret. On a entendu pareil, Christelle Pers parler de chanvre. Eh bien, on va se tourner vers Margot Lamourelle, Aura Chanvre. Vous portez un projet de développement de la filière chanvre en Auvergne-Rhône-Alpes. Avant d'évoquer en détail le projet très intéressant que vous menez, parlez-nous des atouts du chanvre finalement et de ses avantages environnementaux. Alors, les avantages, ils sont environnementaux, mais ils sont aussi techniques dans les applications. Le chanvre, c'est une fibre qui est thermorégulatrice. Elle régule l'humidité, elle est résistante mécaniquement. Elle pousse sans pesticides dans la région. Donc, c'est une fibre qui est locale et qui peut pousser en Auvergne-Rhône-Alpes, mais qui peut pousser aussi dans la plupart des régions françaises. C'est une plante qui convient à plein de territoires. Et elle pousse sans eau, enfin avec l'eau du ciel, on va dire. Elle n'a pas besoin d'irrigation, donc c'est pas de pesticides, pas d'irrigation, donc ça a beaucoup d'atouts pour préserver la biodiversité dans les champs notamment. Donc elle a à la fois des atouts techniques et notamment pour l'habillement, mais aussi elle est très intéressante pour les agriculteurs puisque ça permet de couvrir les sols au printemps et en été à des périodes où c'est difficile pour eux de trouver des plantes qui vont résister aux sécheresses, qui vont être de plus en plus importantes au fur et à mesure des années, quoi. Bon, votre ambition est claire, vous l'avez affiché lors du tour de table, hein, c'est de développer une filière chanvre en Auvergne-Rhône-Alpes avec à terme l'installation d'une usine de défibrage. Alors, où en est le projet aujourd'hui? Concrètement, où est-ce que vous en êtes? Alors, chaque année, les agriculteurs de l'association, ils cultivent des parcelles de chanvre pour tester la culture. Le but, c'est aussi de déterminer quelles sont les machines agricoles qui vont bien fonctionner pour pouvoir récolter le chanvre, parce que Christelle le disait, il y a du chanvre qui pousse déjà en France, mais très peu pour du textile. Et celui qui pousse pour du textile aujourd'hui, c'est du chanvre qui intègre les filières du lin. Donc, ça s'inscrit dans une industrie qui est déjà existante. Nous, dans la moitié sud de la France, on va dire, on n'a pas cette industrie du lin qui est déjà en place, donc il reste tout à construire avec des méthodes spécifiques. Donc, c'est pour ça qu'on doit trouver les bonnes méthodes de culture. Et ensuite, grâce aux pailles, on fait des essais de transformation pour aller jusqu'au produit fini. Aujourd'hui, vous demandiez où on en est. On a pu obtenir avec succès des fils en 100% chanvre, en mélange avec de la laine, et on espère très bientôt des fils en mélange chanvre et coton recyclé, notamment pour faire de l'ameublement ou du packaging. Et on commence à toucher du doigt quel type de machines vont pouvoir être implantées sur le territoire pour pouvoir faire cette première transformation vraiment de séparation de la fibre qui est dans l'écorce du chanvre et de la chènevotte qui est à l'intérieur de la tige du chanvre. Et c'est la première étape qui est nécessaire et qui doit être forcément implantée en local, puisqu'on ne peut pas déplacer sur des centaines de kilomètres des pailles de chanvre qui sont très volumineuses. Voilà. Alors, vous parliez des agriculteurs, je vous entends, je vous écoute, mais c'est facile de les convaincre, c'est facile de les mobiliser sur cette culture?
Comme je disais, les agriculteurs, ils sont plutôt à la recherche de cultures qui vont être résistantes à la sécheresse, et donc ça s'adapte très bien, le chanvre s'adapte très bien dans leur rotation de culture. Donc c'est des agriculteurs qui font pousser habituellement plutôt des céréales qui sont intéressés. Et comme c'est une plante qui n'a pas besoin de pesticides, les agriculteurs, notamment les agriculteurs en agriculture biologique, sont très intéressés par le chanvre. Donc on n'a pas trop de mal à les mobiliser. Après, les agriculteurs, eux, ils travaillent beaucoup sur du temps court, ils travaillent année après année et ils attendent des résultats rapides. Donc, il faut, voilà, il y a tout un travail de communication et d'explication, en fait, pour pouvoir rassembler les deux mondes, l'agriculture et l'industrie, et notamment l'industrie textile, qui est une filière très, très longue, pour que tout le monde comprenne, en fait, les enjeux des uns et des autres. Et comme disait Christelle, en fait, c'est aujourd'hui, l'industrie textile travaille très peu avec les fournisseurs de matières premières biosourcées, donc les agriculteurs et les éleveurs. Et donc, c'est tout ce travail de mise en réseau et de communication que l'association fait. Je vous pose la question, mais je mets également Christelle et d'autres éventuellement dans la boucle. Vous voyez quels aspects techniques ou d'autres qui doivent être maîtrisés justement pour développer durablement cette production? Alors, comme je disais, il y a toutes les machines agricoles qu'il faut qu'on arrive à déterminer. Comment on fauche, enfin vraiment très concrètement, comment on fauche, comment on coupe les pailles, comment on met en balle, donc comment on presse les pailles de chanvre, et ensuite toutes les techniques de transformation des pailles. Donc, il va falloir adapter les outils d'extraction des fibres pour obtenir les bonnes longueurs de fibres, les bonnes finesses de fibres, pour alimenter les filatures, et ensuite les tissages, les tricotages, pour que ça puisse s'adapter aux machines, au parc machines existants de nos industries textiles, notamment de la région. Christelle Perse, des précisions? Non, effectivement, il y a ces sujets-là. Et puis, même si on se dit que ça peut être, d'un point de vue technique, des choses qui peuvent être maîtrisées sur une partie du territoire, en fait, on se rend compte, et je pense que c'est aussi le constat qu'a pu faire Margot, qu'en faisant pousser du chanvre dans une autre région, par exemple, on va avoir un autre type de chanvre, une autre fibre aussi à maîtriser. Et donc, effectivement, on peut parfois aussi recommencer depuis le début. Donc, il faut vraiment s'adapter à chaque fois au territoire, à la fibre qu'on a en face de nous, essayer de mobiliser autour de ça à la fois les agriculteurs, les industriels, les territoires, pour faire en sorte que tout ça arrive à énergie. Ouais. Après le chanvre, on reste dans le concret et on revient vers vous, Pascal Rossignol. Vous, alors, vous avez mené des projets sur les fibres. On le parlait pour vos textiles nautiques. Dès 2017, vous aviez testé la fibre de lin, c'est ça? Et puis en 2022, vous avez lancé un projet de R&D sur 5 ans qui est en cours avec vos partenaires pour verdir le textile. Dites-nous en plus. Oui, tout à fait. En fait, au début, on a commencé en 2017, puis on n'a pas trouvé ça terrible. Donc, c'est pour dire que même moi, je n'étais pas convaincu du tout. Et puis, en fait, petit à petit, on s'est dit, non, mais il faut quand même aussi essayer de comprendre et mieux travailler, mieux faire les choses. Souvent, on fait mal les choses. C'est comme en cuisine, il faut apprendre et travailler les matières correctement. Et donc, en 2020, on s'est mis à faire plus de produits, puis on a monté avec un consortium, et on a un programme de recherche soutenu par l'ADEME pendant 5 ans, donc on est déjà à la 3e année, justement pour créer des textiles techniques biosourcés et ou biodégradables. Et en fait, il se trouve qu'on a de meilleurs résultats quasiment qu'espérés, autant en termes de fibres que de matrices, aussi de résines. On trouve aussi des résines biosourcées qui sont intéressantes. Bien sûr, pas besoin de PFAS, de produits chimiques, de produits… voilà, il y a plein de solutions. Il y a vraiment beaucoup de solutions, mais il faut les explorer. C'est beaucoup de travail. Mais au final, on a des résultats qui sont toujours très surprenants. Donc, ça marche, vous êtes en train de nous dire que ça marche et en plus que c'est compétitif. Oui, alors, je l'ai dit tout à l'heure, quand vous achetez des fibres qui viennent du Japon à 200 € le kilo, vous avez quand même, vous avez une marge de manœuvre, si vous voulez. Alors, bien sûr, si vous achetez de la fibre économique, d'habillement de mauvaise qualité, vraiment pas cher et tout, c'est quelques centimes, quelques euros le kilo. Mais dans le textile technique, on ne lésine pas sur les matières. On veut les meilleures matières, les plus performantes, et souvent on achète ce qu'il y a de mieux et qui est souvent le plus coûteux, quoi. Donc, est-ce que ça veut dire, pardonnez-moi Pascal Rossignol, mais est-ce que ça veut dire qu'on peut générer dès demain ce type de solution, ou on reste encore dans une logique de niche finalement?
Moi, je suis persuadé qu'il faut vraiment étendre. Hein, pour moi, c'est une logique industrielle. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est otage. On a perdu la main sur plein de marchés d'approvisionnement. Et il faut profiter surtout des bénéfices environnementaux, mais aussi des bénéfices de confort. Les fibres synthétiques, déjà dans le textile d'habillement, c'est pas ce qu'il y a le plus agréable à porter. Hein. Si vous allez à la montagne, vous mieux porter un petit sous-vêtement mérinos, c'est incomparable à une laine polaire au polyester. Je veux dire, c'est la nuit et le jour. C'est un peu, voilà. C'est pareil sur des équipements sportifs. Une raquette de tennis en carbone hyper raide et tout ça, va vous faire des douleurs et des problèmes musculaires ou articulaires. Alors que peut-être en fibre naturelle, en bois, elle sera plus douce et c'est plus facile. C'est comme courir sur la terre battue, jouer sur la terre battue, sur du terrain synthétique. En fait, c'est des choses aussi que les gens ils ont oubliées. Et les fibres naturelles, elles sont. On a été créé et on a vécu dans un environnement naturel, on est adapté aux fibres naturelles et pas forcément aux fibres synthétiques. Hein. Bon, il n'y a pas que Sébastien Béclin qui aime mettre les pieds dans le plat. Et c'est vrai qu'on parle du recyclé comme d'une ressource d'avenir pour le textile, mais aujourd'hui, la question c'est est-ce que ça marche vraiment? Le recyclé peut-il rivaliser en qualité, en coût et en volume avec les matières vierges? Et pour tenter de nous apporter des éléments, là je me retourne vers vous, Maud Vullier. Alors allez-y, on vous écoute sur le sujet. Oui, alors les matières recyclées, c'est le sujet du moment. Techniquement, on est capable de recycler les textiles, on est capable d'en refaire des matières premières qui ont des propriétés techniques qui sont conformes aux différents cahiers des charges. Pour ce qui est du textile technique, il faudra faire peut-être quelques concessions ou en tout cas mélanger avec un petit peu de matière vierge pour arriver aux performances souhaitées. Mais techniquement, les solutions, elles existent. Aujourd'hui, la problématique principale, c'est qu'on est sur une filière du recyclage qui est une filière en construction, donc avec des investissements dans des machines qui sont plutôt conséquents et qui nécessitent un amortissement dans le temps pour espérer devenir plus compétitif. De plus, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on essaye de comparer une industrie du recyclage qui serait européenne avec une industrie textile qui est principalement asiatique. Donc avec un coût de la main-d'œuvre qui n'est pas le même, avec des industries qui sont implantées depuis très longtemps en Asie et qui sont nouvelles en Europe, en tout cas sur le recyclage. Donc, concernant le coût, en tout cas aujourd'hui, on voit une différence qui n'est pas négligeable. Par contre, concernant les volumes sont présents et techniquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut recycler les textiles avec plus ou moins de facilité suivant la complexité du textile en entrée. Moi, je suis un homme pressé, mais il y en a beaucoup qui sont pressés dans l'industrie également. Mais quels sont les autres freins principaux qui empêchent d'aller plus vite? Christelle Perzet en parlait notamment d'investissements conséquents. Vous en voyez d'autres, vous, de freins qui nous empêchent d'aller plus vite? Oui, le recycler, c'est une vaste question. Effectivement, comme le disait Maud, c'est pas la R&D finalement qui pose vraiment problème parce qu'on va y arriver, mais il manque les marchés. Effectivement, aujourd'hui, la fibre coûte cher, plus cher qu'une fibre vierge. Il faut que il y a une certaine prise de risque à prendre dans cette filière-là. Et visiblement, voilà, les marchés pour le moment ont du mal à prendre ce risque-là. Et puis aussi, il faut dire que la filière, effectivement, aussi comme le soulignait Maud, est en train de s'organiser aussi d'un point de vue vraiment gouvernance de la filière recyclage finalement. On a un éco-organisme Refashion qui est en train de voir, enfin qui voit son cahier des charges être en train d'être renouvelé. Il y a pas mal de choses aussi en termes d'organisation de la chaîne de valeur textile qui pourraient permettre d'être plus efficace, d'être plus compétitif, d'être moins cher, mais tout ça est encore en construction. Donc voilà, je dirais qu'il y a ces deux axes-là, avoir une filière, une chaîne de valeur du recyclage un peu plus peut-être efficace qui permet de gagner des coûts à différents niveaux de la chaîne de valeur, peut-être aussi davantage de soutien des pouvoirs publics aussi, à travers des appels à projets qui vont venir soutenir des projets de recyclage et donc permettre aussi d'avoir
des fibres qui sont peut-être un peu plus compétitives et donc de trouver leurs clients, leur marché. Je pense que la compétitivité de ces fibres recyclées, elle va advenir l'année prochaine via notamment la prochaine loi sur l'économie circulaire qui va sortir en 2026, qui doit permettre justement à l'Union européenne de relever ces défis que vous venez de mentionner vis-à-vis de la fibre recyclée et de la matière recyclée en règle générale, en supprimant ces obstacles finalement à la libre circulation des matériaux recyclés et en créant aussi une forte demande en produits circulaires et en matière recyclée. Donc, je pense que c'est vraiment une question de temps ici. On arrive à une promulgation de ces lois et à un réel élan en fait, de la Commission européenne sur ces sujets, sur cette matière recyclée. Maud Vullier, pour rebondir sur le propos de Sébastien Béclin, pour vous, c'est vraiment une question de temps seulement pour que le recyclé devienne réellement une ressource de masse pour la filière textile française? Alors, une question de temps, oui, mais aussi une question de réglementation. Il va malheureusement falloir imposer aux entreprises de prendre un petit peu de risques et d'incorporer des matières premières recyclées parce que les performances ne sont pas si mauvaises que ça. Si je prends l'industrie du textile et de l'habillement, sur certains produits, on a tendance à faire de la surqualité parce qu'on achète des textiles sur catalogue pour en faire une gamme de produits. Donc, il y a cette question de est-ce que les cahiers des charges initiaux sont vraiment nécessaires ou est-ce qu'on est capable d'accepter une certaine variabilité, en tout cas dans le gisement en entrée. Pascal Rossignol, vous, dans vos activités, est-ce que le recyclé peut être intégré concrètement à vos produits avec quelles contraintes ou avec quelles limites? Oui, en fait, c'est ça que je rebondis exactement sur ce que disait Maud. En fait, il y a un gros problème de cahier des charges et de pédagogie, y compris de l'utilisateur. Ce que je disais tout à l'heure, l'utilisateur, il a tendance à vouloir acheter toujours plus ou toujours mieux, mais en fait, ce n'est pas forcément adapté pour lui. Et le fabricant, c'est pareil, il ne veut pas s'embêter, il veut prendre une fibre avec voilà, des propriétés qui finalement sont inutiles. C'est de l'argent vraiment gaspillé. Et donc là, les fibres recyclées peuvent être intéressantes. Alors nous, dans le technique, on n'utilise pas beaucoup parce que justement, l'offre n'est pas forcément, je n'ai pas trouvé d'offre parfaite en technique. Nous, on s'est plutôt dirigé sur le biosourcé parce qu'on visait aussi la biodégradabilité. Donc, c'est un petit peu voilà, vous voyez ce que je veux dire, une recherche absolue d'avoir des produits totalement biodégradables. Mais il y a aussi des fibres synthétiques qui sont maintenant biodégradables, enfin, en compostage industriel ou voilà, un milieu contrôlé. Mais il y a, en fait, tout est utilisable, mais il faut adapter le cahier des charges et puis il faut aussi que le client, il faut faire de la pédagogie, puis que le client comprenne aussi l'intérêt pour lui. Voilà, ce n'est pas d'acheter toujours le plus performant. À son usage. On entend beaucoup derrière ce que vous dites, Pascal, finalement, l'usage que fait le client de la matière que vous utilisez. Et je pense que c'est peut-être un axe de développement ici pour les entreprises qui souhaitent se lancer vers cette matière recyclée. C'est vraiment, pour cette pédagogie, l'amélioration de cette pédagogie, c'est s'intéresser finalement à l'usage que fait le client des textiles qu'il achète. On parle d'alternatives et d'opportunités pour un approvisionnement textile durable. Quand même, Pascal Rossignol, on voit en bas d'écran là un bateau avec des voiles. Parlez-en-nous de cette spécificité-là. Vous parliez du Vendée Globe tout à l'heure. Juste un mot sur quand même ce que vous faites. Ben oui, en fait, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier job, c'est de démontrer et faire de la pédagogie et de montrer aux gens que c'est possible, en fait. Et ça, c'est quand même un des verrous qui sont très, très durs à lever. Vous voyez cette voile, la piscile, la grande voile rouge, là, avec le logo, elle a fait le tour du monde avec 40% de fibres structurales de laine. Hein, ce n'est pas de la fibre accessoire, hein, structurale. Donc, avec associé à une fibre synthétique. Donc, pour l'instant. Mais rien que de changer cette fibre, on réduit l'impact climatique de 65%. Parce qu'en fait, on remplace une fibre qui est les fibres aramides qui sont très polluantes, comme les fibres de carbone, hein, c'est très, très polluant, parce que ça demande énormément d'énergie, c'est impossible à recycler. On le remplace par du lait ou une fibre naturelle, et là, de suite, on change totalement les paramètres environnementaux. Et sur l'eau, sincèrement, les navigateurs
ne sont pas capables de voir la différence. Par contre, il faut l'utiliser de façon adaptée. Il faut vraiment bien la travailler. Il faut des résines différentes et tout ça. Il y a d'autres bateaux. Là, tous les bateaux que vous voyez à droite sont faits à partir de fibres de lin, d'ortie ou de chanvre. Et même avec des coques aussi en composite à base de fibres de lin, il y a plein de bateaux en lin, en bois. Il y a aussi, parfois avec du chanvre. Ça fonctionne très bien, en fait. Et du coup, les gens ils disent, c'est pas possible. Et nous, on donne des voiles. Là, sur la Jacques Vabre, on a des voiles donc avec de la fibre d'ortie et on les prête aux clients. On leur dit, regardez. Et puis, en fait, ils voient que ça fonctionne. Mais au début, personne n'y croit, en fait. Bon, c'est QFD avec ses voiles et avec vous, Pascal Rossignol. Merci. Restez avec nous. On parle de ces alternatives. Il existe aussi une autre voie. Alors, prometteuse, c'est un point d'interrogation. Pourquoi pas? C'est celle des biomatériaux issus de plantes ou de micro-organismes. Hein. Ils ouvrent de nouvelles perspectives pour l'industrie textile et certains projets sont déjà bien concrets. On va se connecter avec Audrey Kuhn, Mediplan. Audrey, on parlait de vos travaux qui croisent la filière textile. Dans le concret également, aujourd'hui, vous êtes partenaire du projet européen Alp Textile aux côtés de Tectera. Parlez-nous de ce projet. En quoi consiste-t-il et comment Mediplan y apporte son expertise? Est-ce que Audrey Kuhn est avec nous? Montez sur scène, Audrey. Je suis là. Pardon, j'avais un échange assez sympathique avec Olivier Méry de Montigny. Je lui faisais part de, finalement, le foulard que je porte, il est en soi, une fibre naturelle, mais aussi teint de façon pré-industrielle avec un extrait d'alchimie. Rien à voir, mais voilà, ça veut dire que ça fonctionne. Et je lui faisais part aussi que les plantes tinctoriales peuvent représenter des végétaux à forte valeur ajoutée. Donc, cultiver la fibre, mais on peut aussi cultiver des plantes tinctoriales. Donc, en revenant au projet Alp Textiles, qui a regroupé 12 partenaires européens qui ont œuvré pendant 3 ans à la mise en place d'un modèle de développement de textiles éco-responsables, spécifiquement dans l'arc alpin, c'était le cadre du programme. Il a englobé la sauvegarde du patrimoine textile alpin, sa transmission aux jeunes générations et la production de textiles, en tout cas la faisabilité de textiles éco-responsables de la fibre naturelle à la teinture naturelle, toujours localisation alpine. Puis c'est pour la recherche et le développement sur les plantes tinctoriales qu'ils ont fait appel à nous, à Mediplan, notamment suite au projet Indigo des Alpes. Et ce projet européen nous a permis d'élargir ensuite les expérimentations, les recherches sur d'autres espèces alpines intéressantes comme le mélèze et l'alchimie. Et qu'est-ce que vous y avez apporté comme expertise alors? C'est ce qui nous intéresse aussi. Alors déjà, effectivement, par notre côté plus de spécialisation en plantes médicinales, c'est vrai qu'on a accès à tout un patrimoine des savoirs ancestraux sur les emplois divers et variés des plantes alpines par nos ancêtres. Donc, effectivement, là, on a ce bagage qui nous permettait d'élargir les recherches, pas seulement sur les aspects médicinaux ou alimentaires des plantes, mais aussi les teintures naturelles. Et il se trouve qu'effectivement, si je reprends le mélèze, et puis soit on peut le placer, on peut peut-être prendre l'exemple du mélèze tout de suite. Voilà. Donc, il se trouve que le mélèze était la matière biosourcée principale de teinture des pantalons de ces messieurs des montagnes, déjà il y a, ça remonte, plusieurs centaines, voire milliers d'années. En fait, cette matière représente un déchet. Donc, à savoir que l'écorce de mélèze représente 20% de l'habit lors du triage forestier. C'est 20% de cette masse de l'écorce. Et puis, un chiffre parlant, par exemple, on peut simplement sur une forêt qui représenterait 3000 hectares, on peut en retirer entre 200 et 300 mètres cubes par année. Donc, au lieu de simplement être composté ou ne pas savoir quoi en faire, en fait, on a un extrait concentré qui est, s'il est concentré à 10 fois, ensuite employé à 0,5 1% sur le textile,
est une teinture de grand teint, donc il n'y a aucun mordançage nécessaire, aucune préfixation, aucun post-traitement. Et puis, on se pose maintenant les questions, on est en collaboration et on commence à faire des études en laboratoire de recherche spécifiquement sur les fonctionnalités que peuvent procurer ces extraits végétaux aux fibres, et notamment non seulement antimicrobiens, antifongiques, mais il semblerait que les tanins aussi puissants que les tanins du millet puissent être imperméabilisants. Et ça, c'est l'expertise de Sandrine Rosier, une experte en teinture naturelle qui est située à Montpellier, qui nous a fait part de ses connaissances, avec Dominique Cardon et puis Michel Garcia, qui sont parmi les 2-3 grands noms de la teinture, il me semble, en France, mais je sais qu'il y a pas mal d'activités en France sur les teintures naturelles, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un domaine de la chimie complexe qu'il faut connaître et maîtriser. Mais voilà, cette information de peut-être effet imperméabilisant du mélèze sur une fibre, ce serait génial. Ouais. Bon, ok, pour ce focus sur le mélèze, je ne connaissais pas toutes ces vertus du mélèze en effet, et sur ce projet européen Alptextile, on va revenir vers vous dans un instant, Audrey Kuhn. Moi, je reviens du côté de Maude Vullier, là-bas. Maude, vous explorez aussi la valorisation de matières inattendues, peut-être aussi inattendues que le mélèze. On parle de caséine de lait impropre à la consommation, des laines non utilisées ou encore le projet Osocel. Dites-nous en plus, Maude Vullier, avec le CETI. Oui, exact. Donc, un peu pour compléter les propos d'Audrey, nous on est parti du postulat qu'il fallait valoriser potentiellement la plante dans toute… dans son intégralité, sachant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de coproduits qui sont créés par les diverses industries. Donc, sur les projets, donc par exemple sur le projet Osocel, on cherche à valoriser les pailles de lin oléagineux, donc le lin qui est utilisé pour faire de l'huile, de valoriser ces pailles pour en extraire la fibre qui est riche en cellulose et derrière revenir faire des fibres comme de la viscose, du lyocell avec un procédé qui aura un impact environnemental plus faible. Et pourquoi on s'est dit ça? Il faut savoir qu'au XIXe siècle, la soie naturelle, c'est une industrie du luxe qui est destinée à la bourgeoisie. Et la consommation étant en train de s'élargir, on a inventé, enfin Hilaire de Chardonnay a inventé la soie artificielle. Et du coup, au cours du XXe siècle, les usines françaises, et notamment dans le bassin lyonnais et les usines jusqu'à Grenoble, se sont multipliées pour produire du coup une soie artificielle, donc ce qu'on appelle communément aujourd'hui la viscose ou le lyocell, pour faire une fibre qui était à plus bas prix en comparaison avec la soie. Donc, ce savoir-faire, on l'a de manière ancestrale. Maintenant, l'idée, c'est de partir ici de coproduits, de co-déchets de l'industrie de l'agriculture ou de l'industrie de l'alimentation. Vous l'avez dit, Philippe, tout à l'heure, il ne faut pas empiéter sur le secteur de l'alimentation. Nous, on ne veut pas du tout ça. On veut plutôt être complémentaires et venir valoriser des coproduits. Donc, dans le projet Osocel, on met au point des fibres artificielles cellulosiques issues des coproduits de l'industrie alimentaire et donc du lin oléagineux. Allez-y. Je vais dire en complément de ce projet qui a connu un franc succès, il est toujours en cours, donc c'est financé par l'ADEME et c'est un projet sur 3 ans. On a élargi un petit peu notre secteur d'activité, notre secteur d'intérêt, et on a commencé à s'intéresser aux laines françaises, où là, avec l'UITH, on a aidé à l'écriture de la draft de la feuille de route sur la valorisation de la laine, avec différentes valorisations de la laine française, aussi bien en tant que fibre que venir extraire la kératine, du coup, qui est naturellement présente dans la fibre de laine pour en refaire des filaments, et cette fois-ci des filaments kératiniques. Allez-y. On pousse le curseur un peu plus loin avec vous. Comme l'histoire ne pouvait pas s'arrêter là, on a été contacté par l'organisme qui s'occupe de la valorisation du lait
le CNIL, et on est venu regarder s'il y avait une voie de valorisation pour cette caséine de lait, parce qu'aujourd'hui, quand les vaches sont malades et qu'elles ont un traitement, malheureusement, les prélèvements sur le lait sont faits sur la citerne globale, et donc du coup, ces citernes sont malheureusement vouées à être mis au rebut, aux déchets. Bon, la dynamique est là, les pistes à explorer sont nombreuses. Margot Lamourelle, si finalement on pousse la réflexion jusqu'au bout, le chanvre peut-il demain remplacer une partie significative du polyester dans le textile? C'est réaliste ou c'est un objectif encore lointain? J'ai envie de dire que déjà, avant de penser à remplacer l'intégralité du polyester, il faut savoir si c'est souhaitable. Pour moi, il faut déjà diminuer la course à la consommation, à la surproduction, se recentrer sur les besoins essentiels. C'est vraiment pas souhaitable de remplacer le polyester utilisé aujourd'hui par du biosourcé. On en a parlé, mais le nombre de surfaces qui seraient occupées serait beaucoup trop importante. Par contre, on l'a vu, et notamment avec ce que dit Pascal, par exemple, sur certaines applications, c'est possible et ça fonctionne bien. Ça marche déjà, notamment sur des applications techniques, comme les géotextiles ou dans l'agriculture. Mais si ça fonctionne, c'est principalement grâce à l'évolution des réglementations. Et on a besoin, en fait, pour que ça fonctionne, on a vraiment besoin d'une action politique forte. Ouais. C'est-à-dire que même au niveau de l'habillement, en fait, s'habiller avec des vêtements sains, non polluants, biosourcés, ça devrait être accessible à tous et à toutes. Et donc, il faut aussi notamment aller au bout de la loi anti-fast fashion qui est en cours aujourd'hui, mais plus loin encore. En fait, c'est pas normal qu'un consommateur qui paye, par exemple, une TVA de 4 € sur un jean polyester Shein à 20 €, s'il veut passer sur du plus local, plus sain, il va payer 24 € de TVA sur un jean chanvre et coton tufferie local. Donc là, on voit qu'en fait, il y a vraiment il faudrait mettre en place une taxe pollueur-payeur, et pour pouvoir aussi que le consommateur s'y retrouve et puisse se fournir en matière biosourcée locale. Je pense que et le gros mot est lâché. Et le gros mot est lâché. Lundi, le gros mot s'appelait Shein. Et le gros mot ce matin, c'est Shein aussi. Et je pense qu'on en parlera aussi vendredi. Dans les pistes à explorer, Pascal Rossignol, vous me parliez d'ortie également. Hein. Vous avez fabriqué le premier tissu français à base d'ortie et de coton biologique. C'est ça, avec une marque de luxe. Oui, alors en fait, pour faire expliquer simplement le contexte, si vous voulez, dans le technique, on va utiliser que les fibres les plus performantes. Donc, sur une parcelle, peu importe, sur un lot, il y aura 20% de fibres très longues. Et c'est celles-là qui seront les plus solides et les plus performantes pour utiliser dans des applications où on nécessite de la résistance ou des critères mécaniques, on va dire. Et le reste, on ne savait pas. Finalement, on cherchait qu'en faire, dans le fond. Et puis, on s'est aperçu finalement que dans l'habillement, ils étaient très intéressés. Et l'ortie est une fibre qui est très intéressante. C'est une des 3 meilleures fibres au monde. Il y a le lin, le coton et l'ortie. On en trouve dans les momies d'Égypte, partout. Voilà, ça fait des milliers d'années que ce sont des fibres utilisées. Elle est fine, douce, blanche, facile à teindre. Et donc, avec des collègues du Tarn, de l'UIT du Sud et de Mazamet, on a fait un petit groupe de 6 industriels, filature, tissage, teinturerie, et donc différents collègues. Et la maison de Tournier a fait de la filature cardée d'ortie, qui marche bien, et a créé des articles qu'ils ont présentés et un petit commercialisés en quantité quand même cette année. Ouais, Tournier, c'est une marque haut de gamme de tissus, hein, Jules Tournier, effectivement. Jules Tournier, la laine, oui. Ouais, je vous ai entendu, on a bien compris et vous êtes convaincu évidemment que vous portez de belles alternatives, il y a plein de pistes, les perspectives sont là, mais pour passer effectivement du prototype au marché, il faut structurer, financer, organiser de vraies filières solides et durables. Justement sur cette construire et pérenniser des filières. Christelle Pers, par exemple, vous avez cette vision d'ensemble hein, avec le pôle fibre naturelle. Comment vous voyez la structuration de ces nouvelles filières-là? C'est une usine à gaz ou ça va le faire, encore une fois, alors je ne dis pas rapidement, mais dans un temps assez court? On va avoir la connexion avec Christelle Pers. Allez-y, Christelle.
Le micro. Pardon, le micro était fermé. Un sacré défi de le faire dans un temps court quand même, parce qu'on constate que ces projets, pour se pérenniser, ils ont besoin d'engagement de tous les acteurs, de la partie amont jusqu'à l'aval, jusqu'au metteur en marché. Et encore une fois, tout ça prend du temps. Ça exige aussi des changements de mentalité, de sortir un peu des logiques productivistes à laquelle se raccrochent encore beaucoup nos différents secteurs. Ça exige aussi un dialogue un peu plus nourri, je dirais, entre les différentes filières, textiles, agricoles, ce qui est là encore une fois aussi un défi pour nos filières. Mais bon, ça fonctionne quand même. Il y a des projets aujourd'hui qui existent, des projets où justement ce lien entre la partie agricole, élevage et industriel existe. Je pense à des pionniers, je dirais, mais qui sont de plus en plus nombreux, comme Tufri, on en a parlé, Trilam évidemment, un acteur dans les Hauts-de-France, Bastien Tissage Technique, Virgocop aussi. Donc, tous ces acteurs qui investissent, qui prennent les risques qu'il faut pour développer ces filières fibres naturelles, mais ça ne peut pas se faire sans le soutien plein et entier des autorités, qu'elles soient nationales, effectivement, sur la partie réglementaire, ou locale aussi sur la partie financement, qui ont effectivement un rôle très important à jouer dans l'accélération de ces projets. Et Christelle, pardonnez-moi, mais est-ce que les collectivités, qu'elles soient locales ou régionales, peuvent être motrices dans le déploiement, on va dire, de ces nouvelles filières? Elles doivent peut-être. Non, mais je pose la question parce que ce serait intéressant d'avoir la réponse de Christelle. Oui, bien sûr, elles peuvent être motrices, elles le sont déjà aussi. Hein, il y a certaines régions qui sont très engagées sur ces questions-là, mais elles s'intéressent évidemment à ces cultures qui peuvent être aussi un relais très intéressant, comme l'expliquait Margot, à des cultures plutôt alimentaires. On l'a vu, le chanvre, c'est aussi une très bonne culture de rotation. Donc tout ça, ça a un intérêt pour le territoire, ça a un intérêt pour la filière agricole qui souffre aussi. Et donc forcément, les collectivités locales regardent ça de très près. Mais il nous faut encore une fois aussi des financements pour faire avancer toutes les études dont on a besoin pour savoir comment cultiver ces fibres et quel marché leur retrouver. Et donc là, c'est là où effectivement on aurait besoin de financements aussi un peu plus nourris de la part des collectivités. Ouais, très rapidement, mais pas un tour de table, mais j'ouvre la question à Pascal, à Maud, à Margot, effectivement, sur la structuration de ces filières de manière complète. Quelle étape clé vous voyez pour y parvenir, vous Pascal Rossignol, par exemple, structurer une filière, l'étape clé Voilà, faire un bilan économique intéressant pour le secteur agricole. Donc, moi, je travaille avec des agriculteurs. Il faut vraiment que, si on se fait aider du monde agricole, ça ira très vite parce que ce sont des gens qui peuvent s'organiser et qui peuvent, qui sont en recherche aussi de diversification. Nous, on est dans des zones élevage, donc il y a un remplacement un petit peu de l'environnement. Donc, il faut travailler avec les groupements et les différents corps professionnels, monde agricole. Oui, après, c'est l'État aussi à rééquilibrer ces déséquilibres, en fait, ces injustices entre ces importations sauvages qui sont même pas fiscalisées et renvoyer cet argent sur d'autres secteurs. Ça, c'est du bon sens. Et après, les régions, tout ça, sont quand même assez réceptives. Elles cherchent et toute cette économie circulaire, la mise en place de l'économie circulaire, ça intéresse les gens. Hein. Les gens sont partants. Donc, je suis assez positif, mais il faut du temps. Et c'est du travail. Pour tout, il faut du temps, du travail, pour tout. Malheureusement, on va aller trop vite. Maud Bullier, plus globalement, vous, avec le CETI, vous voulez sensibiliser et valoriser évidemment ces filières locales, mais comment justement passer de la recherche et des pilotes à une vraie production industrielle, par exemple? Donc, nous, au CETI, on a la chance d'avoir des équipements qui sont à échelle pilote industrielle. Donc, on se rapproche fort de l'industrie. On limite les risques pour les industriels qui sont capables, avec de faibles quantités, d'avoir des preuves de concept qui sont réalistes par rapport à ce qu'on va obtenir à échelle industrielle. Et avec cette
ce côté technique, mais aussi la prise en charge de la partie économique. Les deux leviers sont hyper importants pour les industriels pour limiter leurs risques. Et ensuite, je rejoins ce que dit Pascal et ce qu'a dit Christelle. Il faut qu'il y ait une impulsion aussi bien collective des industriels de peut-être mutualiser leurs connaissances, leurs compétences pour faire émerger des nouvelles filières qui valorisent ces nouvelles. Enfin, ce n'est pas des nouvelles fibres, mais en tout cas le fait de retravailler ces fibres naturelles, biosourcées et ou biodégradables. Donc voilà, il faut que ça soit fait en bonne intelligence, de manière collective et avec le support des gouvernements et des. Margot Lamourelle, sur la filière chanvre, votre regard, Oui, comment la structurer? comme je disais, je pense que quand on crée une filière, il faut que ça soit une filière qui ait du sens, où tout le monde s'y retrouve, il faut que tous les acteurs s'y retrouvent et qu'ils puissent dialoguer, construire ensemble. Donc, il faut vraiment s'assurer que les matières premières puissent s'intégrer dans les parcs machines des acteurs intéressés, parce que sinon, ça ne pourra pas fonctionner. Et il y a encore des preuves de concept à réaliser pour plein de ces matières et plein de ces applications. Et ensuite, le nœud du sujet, c'est vraiment... pour nous en tout cas, c'est de relocaliser en région des usines de transformation des pailles, notamment là pour les pailles de chanvre, et avoir des modèles économiques qui soient fiables, robustes et qui puissent à tout le monde de se payer convenablement et d'avoir quelque chose de rentable. Ouais. On a besoin, en fait, nous, on travaille avec des fabricants de machines de transformation des pailles pour envisager des lignes de production les plus adaptées possibles aux besoins de l'industrie textile. Et on travaille notamment avec plusieurs acteurs de la région, qui étaient notamment présents dans la précédente table ronde avec les tissages de Charlieu. C'est des acteurs qui veulent intégrer du chanvre dans la production. Donc maintenant, il faut juste leur prouver que c'est possible et que ça marche et qu'on arrive. Bon, on va y arriver. On est quasiment en fin de table ronde. Le réseau commence à fatiguer. Mais Audrey Kuhn, je reviendrai vers vous dans un instant. Margot, parce que je vois que sur le chat, il y a des questions concernant la filière chanvre. Audrey Kuhn, vous, quand on parle de filière, qu'est-ce que vous me répondez? Mettez votre micro, Audrey. Mettez-moi votre micro. Activez le micro. Pardon. Non, remettez le micro. Allez-y. Oui, on en revient au facteur. Donc, je pense qu'il n'y a pas, effectivement, pas. J'ai les mêmes avis qui sont partagés ici. Il n'y a pas exactement de frein parce que, en fait, les matières biosourcées ouvrent un champ des possibles. Il ne tient qu'à nous de proposer des alternatives et c'est en se rassemblant, en se regroupant qu'effectivement, on est plus fort parce que toujours, bien sûr, la limitation budget, etc. Donc, en étant en collaboration, en partenariat, en circuit court et local, on active des modèles qui ont été représentés par le projet Textiles et ces dynamiques sont parfaitement viables à condition d'engager des moyens pour l'étape pré-productive aussi, c'est-à-dire commencer par développer des productions à l'échelle, non pas industrielle, mais utiles selon les besoins. Voilà. Donc, on peut imaginer des initiatives de production textile en circuit court et éco-responsable qui se multiplient, par exemple, dans l'avenir, soit que ce soit dans l'arc alpin ou bien à l'échelle européenne. Voilà, donc absolument positif. Et ça, c'est, voilà, on peut être dans la création aussi, les filières. Elles peuvent se créer du lien entre les filières, entre les professions, entre les partenaires. Ça, c'est essentiel pour que les dynamiques puissent se mettre en place. Si on veut gagner un peu de temps, voilà, activons les liens. Bon, merci à toutes et à tous pour ces échanges. Ce n'est pas terminé, rassurez-vous, restez mobilisés pour ces pistes pour imaginer l'avenir d'un approvisionnement textile plus durable. Merci pour la clarté, la précision de toutes ces contributions. On a les questions. Alors, beaucoup de questions, beaucoup d'échanges en direct dans le chat. Il y a une question de Teresa. Existe-t-il une liste de référence des matières textiles dites renouvelables et est-ce que les fibres naturelles artificielles, les synthétiques biosourcées en font partie? Qui prend la réponse? Peut-être Maude?
Peut-être Christelle Alors, Perz. À ma connaissance, non. Je ne veux pas overlap ce que Christelle va dire, mais à ma connaissance, non. On est vraiment au cas par cas. Aujourd'hui, pour connaître les impacts environnementaux de ces fibres, il y a des ACV qui sont faits. Les ACV dépendent de différentes bases de données, de différentes hypothèses. Et ces hypothèses peuvent avoir un impact non négligeable sur l'impact environnemental de ces fibres. Donc, à ma connaissance. Est-ce que Christelle va apporter un complément d'information? Oui, non, je confirme ce que dit Maud. Nous, à notre échelle, en tout cas au niveau français, je ne connais pas de liste qui existe sur ces matières textiles renouvelables. C'est un travail à faire, on pourrait y travailler. Après, peut-être aller du côté des centres qui s'intéressent à toutes les matières biosourcées en région. Teresa, je pense notamment à B4C ou des acteurs de ce type. Eux ont peut-être fait des études sur les fibres en soi. Il faudrait y aller chercher les matières qui s'appliquent au textile. Mais non, en l'état, on n'a pas de liste toute prête, toute faite, réalisée. Une question de Thérèse. Oui, pardon, allez-y Pascal, allez-y. Oui, il me semble qu'il faut quand même toujours aller voir un peu chez l'ADEME. L'ADEME publie des rapports, des études et tout ça. Et il me semble que j'ai vu passer très récemment une liste des matières justement naturelles, un document que j'ai en quelque part, mais je n'ai pas eu le temps de retrouver. Allez voir l'ADEME, il y a toujours des publications, des rapports très intéressants et très, très sérieux. Deuxième question, elle est de Christine, elle s'adresse à vous, expert intervenant. Pouvez-vous donner des ordres de grandeur de l'empreinte carbone des matières biosourcées que vous évoquez? L'un et l'autre. L'empreinte carbone des matières biosourcées que vous évoquez. Qui commence? Qui prend la réponse? Je sais que pour le chanvre, c'est des ACV qui sont en cours aujourd'hui, donc on n'a pas encore de réponse, notamment pour le chanvre local. Il y a des ACV qui existent pour le lin, par exemple, mais c'est du lin qui est cultivé en Inde, alors que 75% du lin mondial est cultivé en France. Donc, les données ne sont pas forcément les plus fiables aujourd'hui. Pascal Rossignol, oui. Alors, oui, on fait les ACV, ça prend du temps. Par contre, il faut bien comprendre une chose. Le lin, par exemple, c'est autour de 1 kg. Enfin, il y a différentes études d'équivalent CO2 pour 1 kg produit, voire même c'est positif si on prend en compte parce qu'il y a des paramètres qui sont… voilà. Mais il faut savoir, par exemple, les fibres aramides, c'est 20-25 kg. Le carbone, c'est 35-40 kg, voire en fait, et officieusement, on est plutôt dans les 60-70 kg. C'est-à-dire qu'il y a des produits, si vous voulez, 1 gramme d'uranium, 1 gramme de poison peut faire énormément de dégâts et très, très polluant et très, très nocif. Donc, vous éliminez ce gramme et vous, de suite, nous, en éliminant juste les fibres aramides, on améliore grandement, on réduit donc grandement l'impact environnemental. Donc, les ACV, c'est bien, mais il y a aussi un peu de bon sens, tout simplement. Dans tous les cas, une fibre naturelle, elle a un impact positif pour la biodiversité. Elle peut être, suivant son mode de culture intensif ou extensif, elle est plus ou moins impactante, mais elle est dans tous les cas hyper positive. Il faut peut-être faire attention quand même, oui, sur la plupart des fibres naturelles. Cependant, quand on parle du coton, c'est quand même une fibre qui concentre une bonne partie des intrants chimiques dans le monde. Donc, ce n'est pas parce qu'une fibre est biosourcée qu'elle est saine. Il faut faire attention à ça aussi. Il y a une question qui est directement pour vous, Margot Lamourelle. Quel rendement financier, parce que c'est bien de parler pépette un petit peu pour un agriculteur qui basculerait au chanvre? Alors, c'est difficile de répondre à cette question puisque on ne bascule pas au chanvre, juste on intègre du chanvre dans sa rotation de culture, c'est-à-dire qu'un agriculteur, il va cultiver 5… Mais il modifie quand même un peu sa façon de cultiver. Bah, il rajoute une plante dans sa rotation. Donc, en fait, à la place de cultiver 6 espèces, il va en cultiver 7. Donc ça modifie un petit peu sa manière de cultiver. Le chanvre, les pailles de chanvre, les agriculteurs aujourd'hui sont payés entre 300 et 400 € la tonne de paille produite. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. C'est une question complexe. Mais ceux que vous arrivez à mobiliser sur cette culture du chanvre, ils restent ou finalement ils disent ça ne vaut pas le coup? Est-ce que vous avez un retour là-dessus?
Nous, aujourd'hui, on travaille de manière expérimentale, donc c'est pas notre expérience à nous n'est pas la meilleure. Par contre, notamment quand on voit ce qui se passe en Normandie, par exemple, le lin textile, c'est une plante qui est extrêmement rémunératrice pour les agriculteurs. Donc, ces agriculteurs, ils sont dans un domaine, une zone géographique qui est restreinte, mais ceux qui ont la chance de pouvoir cultiver du lin textile, ils sont très bien rémunérés. Et pardon. Allez-y. Ouais, Margot, est-ce que le chanvre n'a pas été en fait traditionnellement toujours une culture de régénération des sols de toute façon? Oui, comme je disais, aujourd'hui, en fait, les agriculteurs, ils ont du mal à trouver des plantes qui peuvent pousser au printemps et en été dans des cadres de sécheresse sur des parcelles qui ne sont pas irriguées. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, le chanvre, il pallie un vrai manque et ça remplace souvent des parcelles qui restent nues. Donc, dans pas mal de cas, c'est juste du bénéfice, quoi, net. J'ai une question de Sébastien Béclin. Allez-y, Sébastien. Peut-être toujours pour mettre les pieds dans le plat, peut-être une question pour Pascal Rossignol. Je me posais la question, vous utilisez effectivement des fibres naturelles dans les voiles, etc., mais on reste sur des fibres, sur des toiles qui sont multimatières finalement, qui sont des alliages. Finalement, quelle recyclabilité pour ces matériaux multicouches, finalement, qui intègrent effectivement des fibres naturelles? Bon, c'est un peu ma question. La recyclabilité. Alors, il faut travailler sur tous les axes. L'ADEME insiste bien à travailler sur tous les niveaux, du début de la vie à la fin de vie. Donc, en fin de vie, il y a différentes solutions, du réemploi, de la seconde vie aussi. Je veux dire, Vinted, pour ne pas les citer, c'est quand même un bel exemple. J'ai des collègues qui ont mis en place le même système pour les voiles. Donc, il les rénove, il les retaille éventuellement si besoin au bon format. Et ça marche très bien. Il y a un renouvellement, une revente de 60% des produits récupérés. Il y a de la seconde vie, d'autres usages de diversification, de la déconstruction. Et on travaille aussi forcément sur le biodégradable. Là, c'est plus compliqué, mais il y a des solutions. Il y a des matrices, des résines biosourcées, biodégradables. Les industriels commencent à proposer des produits intéressant. Donc, vraiment, il y a de l'avenir. Nous, on aura un premier matériau à voile totalement biodégradable. Bon, après, il faut voir. Après, c'était pareil, le travail sur les cahiers des charges. Il faut savoir ce qu'on veut et on y parvient. Pascal Rossignol, il doit avoir 2-3 dossiers en validation à l'ADEME parce qu'il l'a prononcé 14 fois le mot ce matin à l'ADEME. Pascal, je plaisante. Il y a une question qui vous est directement posée, mais d'autres peuvent y répondre également. Vous avez mentionné que personne ne croyait au départ en l'ortie. Qu'est-ce qui a finalement réussi à convaincre ses clients potentiels et quel élément a provoqué le déclic qui les a amenés à adopter cette nouvelle matière? On parle d'ortie, mais on pourrait parler d'autres matières. Allez-y sur l'ortie, Pascal. En fait, il y a un inconscient collectif, des fois qu'il faut réveiller, ça marche très bien. L'ortie, tout le monde connaît, c'est un côté fascinant. Après, il y a des qualités réelles qu'on oublie. On redécouvre les bienfaits, la laine. Voilà, la laine, le cachemire, tout ça. Les gens ont redécouvert un petit peu la laine via le cachemire. C'est critiquable, tout n'est pas parfait. Mais les matières naturelles sont bien, donc il y a des fois simplement réactiver des choses. Il y a des intérêts techniques et il suffit de démontrer. Et il y a aussi, les gens veulent bien faire. Je veux dire, il y a effectivement 25 millions de clients Shine français, c'est sidérant. Mais il y a plein de gens de bonne volonté et qui sont vraiment attirés, intéressés et très, très demandeurs, très actifs. Et ça, c'est passionnant quand même, d'amener les gens dans des projets comme ça, ils adhèrent tous. Ouais. Et encore une fois, il y a évidemment tout le savoir-faire que vous mettez en avant et le faire savoir qui est aussi important, d'où l'objet de ces tables rondes en visio. Avant de donner la parole à Sébastien Béclin pour clore cette table ronde, moi je voudrais faire un petit tour de table ronde en un mot, en une phrase, alternative et opportunité pour un approvisionnement textile durable. Ce matin, à toutes et à tous, quel est l'élément clé que vous voudriez que l'on retienne? Vous, Maud Vullier, dites-nous. L'élément clé, Maud. Eh bien, que techniquement, c'est faisable. Maintenant, les phases de preuve de concept à échelle industrielle permettent justement de convaincre. Donc, maintenant, il faut entamer cette transition et ne pas avoir peur de prendre ce risque-là.
Audrey Kuhn, pareil pour vous, même question. L'élément clé que vous voulez qu'on retienne. Moi aussi, je dirais, allons-y, émancipons-nous de ce système mis en place qui, pour moi, est, lui, irréaliste. Et puis, lançons de nouvelles utopies réalistes parce que, voilà, le monde en a besoin, on a besoin de cette positivité. Moi, pour ma part, je trouve qu'effectivement, les teintures naturelles, ça apporte énormément de joie, de positivisme. Donc, le potentiel pour créer des filières, des emplois, il est là. Il faut se rassembler, créer des liens et l'homme est fait pour agir. Voilà. Lançons des utopies réalistes. Je garde. Pascal Rossignol. Oui, ben, simplement, c'est possible. Donc, possible, ça c'est le mot-clé, ça marche. Et ensuite, quand même, réglementation. C'est-à-dire qu'on subit la spéculation, on subit la dérégulation, et il faut qu'il y ait des réglementations et de la pédagogie. Et là, il faut vraiment que la société elle prenne conscience de ces actes. Margot Lamourelle. Je rejoins Pascal sur la réglementation et la pédagogie, et je rajouterai rassembler autour des filières et ouvrir le dialogue entre tous les acteurs de la filière. Rassembler autour des filières et ouvrir le dialogue, ok. Et enfin, on close ce tour de table avec vous, Christelle Perz. Quel est l'élément clé que vous voulez qu'on retienne sur cette thématique de la matinée? Oui, que c'est un enjeu effectivement stratégique pour la pérennité de notre filière et qu'il faut que chaque acteur de cette chaîne de valeur s'engage, encore une fois, vraiment de l'amont jusqu'à l'aval. Merci beaucoup. Carte blanche, Sébastien, vous avez ouvert nos échanges ce matin. Qu'est-ce qui vous paraît le plus marquant dans tout ce qui a été dit? Je vous ai vu aussi vous prendre des notes et surtout quel message ou quel éclairage vous souhaitez nous laisser en conclusion. Vous avez la carte blanche. Merci Philippe. Depuis la première table ronde de lundi, je pense que cette année, c'est la 6e édition de Demain le textile, et je pense que cette année, c'est vraiment l'année où je trouve que la filière textile et on sent qu'elle est, ça y est, elle est en train de bifurquer maintenant en fait. C'est en train de se matérialiser, c'est en train de on n'est plus dans le défrichage, on est dans le concret. On est vraiment dans le concret, et ça fait du bien, je pense, à se rendre compte que c'est déjà en action, c'est déjà en mouvement au sein de cette filière, et surtout en Auvergne-Rhône-Alpes. Je pense qu'on a la chance d'avoir une filière dynamique, agile, innovante en région, et ça c'est tout à notre honneur. On est en train de rebroder finalement au fil d'heure, je pense, cette filière textile régionale, et c'est tout intéressant. Je retiens également que cette opportunité d'approvisionnement durable, finalement, on ne peut que la conseiller aux autres acteurs du territoire, car on l'a bien démontré durant cette table ronde, c'est réaliste, c'est possible, c'est réalisable, c'est déjà en cours en fait, et ça possède de nombreux avantages environnementaux, sur la biodiversité, économique et technique également. Mais ça reste un défi. Ça, c'est ce que je retiens aussi de ce qui a été échangé aujourd'hui. Ça reste un défi. Il y a un réel besoin de faire finalement de la communication ou de la sensibilisation citoyenne pour modifier la mentalité, de faire de la pédagogie directement donc, de notre filière vers le citoyen, de se réapproprier certains savoir-faire, certaines connaissances qui étaient peut-être perdues, sur les fibres qui étaient utilisées, qui sont réutilisées aujourd'hui, de la R&D de manière à venir en exploiter finalement toutes les propriétés possibles d'utilisation. Toujours dans la sensibilisation, je retiens aussi ce terme vis-à-vis du citoyen, de peut-être aller, si on veut vraiment marquer le pas, d'aller vers de la sobriété citoyenne dans la consommation textile. Je pense que c'est nécessaire quand on veut vraiment passer ce pas d'approvisionnement durable. Et ce que je retiens également, qui fait extrêmement redondance avec la première table ronde, et ça a été mentionné durant celle-ci également, c'est partenariat, collaboration, rassemblement, écosystème, créer du lien, ouvrir le dialogue entre les acteurs de la filière. Et je trouve que ça, c'est extrêmement positif, ces mots-là qui ont été prononcés à la table ronde 1 et qui le sont également dans cette nouvelle table ronde. Je pense qu'il y a une filière textile régionale qui souhaite créer du lien entre acteurs, qui a une volonté de faire du bien-être à la planète et des individus, et qui souhaite se rassembler pour y arriver.
Merci pour cette carte blanche. Alors, au départ, vous étiez en train de nous dire que la route est encore longue. Et ouf, heureusement, là, vous avez balancé une piqûre d'optimisme. Merci Sébastien Béclin. La 6e édition de Demain de Textile au fil de l'économie circulaire se poursuit encore pendant 2 jours. Sachez que vous pourrez voir les 2 tables rondes, celle de lundi et celle de ce matin, en replay sur la page Unitex dédiée à l'événement et sur les sites des partenaires organisateurs. Le programme complet également à retrouver sur unitex.fr. On se retrouve avec de nouveaux invités vendredi 10h30 pour la 3e table ronde et il sera question, comme vous l'aviez dévoilé, de digitalisation, de nouvelles opportunités pour s'adapter aux évolutions réglementaires. Nouveaux invités, même heure, même énergie. Ce sera un dernier temps fort pour clore cette belle édition. Et on espère vous retrouver tous aussi nombreuses et nombreux. Merci encore une fois à tous nos intervenants. Merci aux organisateurs, aux partenaires, aux back-office, aux ingénieurs techniques, son, images et tout ce que vous voulez. Et rendez-vous vendredi. Merci à tous. Merci. Merci. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir.